Salut à toutes et tous, bienvenue aux auditeurs d'O2 Radio 91.3 et de webgirondin.com pour le Talk Web Girondin ce soir avec encore un nouvel invité. Il n'était jamais venu dans ce Talk version FM, c'est Snakil qui est avec nous. Salut Snakil. Salut à tous, heureux d'être là. Bah écoute, merci d'être venu. Et tu avais participé au Talk sur l'internet qu'on faisait avant. On évolue maintenant. Voilà. Très sympa d'être venu. Il est là aussi, c'est Didier Tolo, coach Tolo. Salut Didier. Bonsoir à tous. Bon, ça va Ouais, bien. Ouais, bon, parfait. Manu est là aussi. Salut Manu. Oui, de Fan Live. De Fan Live, oui, enchanté. Donc oui, bien présent. Voilà. Et ils sont en régie parce que maintenant c'est sa nouvelle place. C'est mon fief, c'est ma seigneurie ici. C'est voilà, en régie, il est debout, il fait le fou. Oui, je touche les tétons des fois de Lucas. Ouais, bon ça. Bon ça les gars, vous faites ce que vous voulez. Ça va Jean-Aurel ? Oui, il y a Louis aussi, ne l'oublie pas. En deuxième partie, ça peut être fou. Donc oui, tout va bien. Donc on va aussi parler un petit peu de l'équipe de France, des Girondins. Une grosse actualité pour Moi, j'ai nous. une question pour Louis. Pour Louis. Il y a Louis aussi qui est là. Et Martin arrive aussi. Oui. Donc pour Louis, j'ai une question pour toi. C'est en où avec Fleur ? Alors oui, pour les auditeurs qui nous écoutent très rapidement, sachez que Louis utilise le compte Instagram de l'Irosport News pour draguer des filles. Donc n'hésitez pas à lui répondre, c'est un homme. Voilà. Il a faim. Voilà. Et il y a Lucas qui est là. Salut Lucas à la technique. Salut à tous. Voilà, bon, les présentations sont faites. On va recevoir Corentin Martins, l'interview de Jean-Aurel avec Corentin Martins à 21h20. Avant ça, on va parler de Gustavo Poyet, de Guingamp-Bordeaux. On va essayer d'instaurer une nouvelle chose, des duels. Un peu à l'image de ce que font les autres médias. Donc on fera ça dans cette première partie d'émission. Des fois on est d'accord. En deuxième partie, on parlera de la vente du club. On en parlera certainement aussi en première partie avec toi Didier. On recevra Thomas Fillol de sportune.fr qui viendra nous livrer sa vision des choses, puisqu'il a un site internet spécialisé sur le sport business. Et on aura, j'arrive pas à articuler, c'est horrible. On aura Élise au téléphone. C'est l'alcool ça. Ouais, j'en ai pas bu aujourd'hui, c'est pour ça, je tremble. C'est le sexe alors. C'est du jus de pomme qu'on boit d'ailleurs ici. C'est du jus de pomme. C'est ce qu'on dit Ça, c'est ce que tu dis, officiellement, mais officieusement, C'est ce que tu dis. Voilà, bref, alors, par quoi on commence allez, la vente du club. Juste un petit. Je sens qu'il va y avoir un petit duel pour commencer sur la vente du club. On abordera ça en deuxième partie, mais on peut déjà faire un tour avec ce qui est sorti aujourd'hui dans l'équipe. Moi j'ai pris peur en voyant ça. Ça fait un projet à la Lopez. Didier, la vente du club, ça t'inspire quoi, le fait que les Girondins soient sur le point de se faire racheter? Ouais, ça m'inspire que ça veut dire que M6 veut quand même se désengager petit à petit et ça m'inspire aussi que sur un investisseur, aujourd'hui un investisseur étranger, il faudra que ça soit, et j'en doute pas que ça sera fait par M6 et les Girondins de Bordeaux, que ça soit très très étudié, parce que on peut le voir comme un gage d'avenir et d'une équipe beaucoup plus compétitive avec des fonds beaucoup plus importants, mais on peut aussi le voir de l'autre côté en sachant ce qui s'est passé à Lille. Donc aujourd'hui, il faut être très très prudent avec ça, et aujourd'hui, je préfère regarder les Girondins de Bordeaux actuels plutôt que de fantasmer sur un Girondin de Bordeaux ayant le même budget que Paris. D'accord. Et avec beaucoup d'étrangers. Ouais, Jean-Aurel, cette vente du club, toi t'es... Qui c'est qui serait pour la vente du club là ? Jean-Aurel, toi tu serais pour ? Pourquoi pas pour, mais pas moi eux ils m'ont pas convaincu. Pourquoi ? Parce que on le dit depuis, on l'a dit la semaine dernière déjà, c'est que les Américains quand ils arrivent quelque part, alors bon, je connais très peu aussi de mécènes ailleurs dans le monde, mais les Américains sont connus pour ça, c'est que c'est pas des philanthropes. Donc ce qu'on a découvert via l'équipe et via aussi Diabaté33, je pense que tout le monde a vu les tweets, etc. Alors info ou intox, en tout cas, c'est sûr que quand ces personnes-là, ces businessmen débarquent, c'est pas pour rien. Et puis quand on voit leurs activités, on en a déjà parlé aussi la semaine dernière, c'est des fonds un petit peu
c'est fumeux, c'est faire des bénéfices sur les fonds de pension américains, sur de l'immobilier toxique. On rappelle que la crise économique date de 2008, donc elle n'a que 10 ans. Voilà, ça fait un petit peu peur maintenant. Après, ces gens-là, ils arrivent à faire de l'argent aussi. Si on doit prendre l'argument contraire, c'est des businessmen. Donc, s'ils viennent, c'est qu'il y a aussi peut-être un intérêt à faire grandir le club. Snakil. Alors moi, je vais dire un peu comme le coach Didier, c'est-à-dire que je suis pour si derrière ça assure aux Girondins de Bordeaux un avenir, on va dire plus en adéquation avec le standing du club. Donc la Coupe d'Europe plus régulièrement, etc. On a vu qu'M6 aujourd'hui, même s'ils aiment le club, ils n'ont peut-être pas cette capacité économique à lutter maintenant avec les nouvelles fortunes, avec les clubs français comme Marseille, Lyon, Paris, etc. Donc si c'est pour amener ce petit plus qui nous manque, je dis oui. Maintenant, attention, on a la chance d'avoir maintenant des gens qui se sont un peu cassés la figure avant les Girondins, comme Lille. Il faut vraiment que ce soit très étudié parce que là, on joue quand même avec l'avenir du club. Donc ça peut être en bien ou en mal. Donc j'attends de voir ce que ces gens-là, s'ils viennent, vont faire. Mais je fais confiance à M6 en tout cas pour pas vendre le club à n'importe qui. Mais là, si on vous dit aujourd'hui, tu dois te dire que tu es pour ou contre la vente du club des Girondins de Bordeaux. Si on doit se positionner franchement. Non, mais aujourd'hui, tu dois te positionner dans un championnat. Tu es obligé de te positionner dans un championnat français pour d'abord avoir la Coupe d'Europe et là. Aujourd'hui, quel que soit l'investisseur qui va arriver, tu ne pourras pas lutter avec Paris. On est d'accord. Ou à moins de trouver vraiment la poule aux œufs d'or, ce qui est vraiment pas gagné. Mais après, tu as quoi? Tu as Monaco, tu as Lyon, tu as Marseille. Et c'est de rentrer dans cette sphère-là. Donc moi, je préférerais que ça soit quelque chose qui rentre plutôt dans le style de Lyon, même si je suis pas du tout lyonnais, comme chacun le sait. Mais parce que pour moi, ce qui est important aux Girondins de Bordeaux, c'est de pas perdre quand même une identité. Et quand je regarde les investisseurs qui arrivent, je suis pas sûr qu'un fonds d'investissement qui rien que dans le nom, on sait ce que c'est. Ça veut dire c'est amener de l'argent pour en récupérer et pour en faire. Donc ça veut dire que tu perds automatiquement une identité, ce qui n'est pas le cas des Qataris finalement à Paris. Et moi, j'ai pas envie que Bordeaux perde son identité, quels que soient les moyens qu'on puisse mettre à la tête. Ouais, tu as dit quelque chose de très vrai sur l'identité en comparant ça avec le Paris Saint-Germain, puisque d'entrée de jeu, c'est ce qu'ils ont voulu instaurer, une identité, le nom. Souvenez-vous qu'ils ont remodelé le logo en mettant en gros Paris, parce que ils voulaient vraiment un club parisien, ils voulaient que ça soit le centre. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que le Paris Saint-Germain soit si favorable que ça, un deuxième club parisien en Division 1, avec le Paris FC notamment. Bon, ça c'est une parenthèse, on pourra en discuter. Maintenant, tu as raison, rien que le nom, et quand tu regardes un petit peu plus dans les actifs de cette société-là, et la façon agressive de faire de l'argent, puisque on le rappelle, ils ont racheté et peut-être même qu'ils ont favorisé certains Burger King donc à plonger dans le précipice pour mieux les racheter derrière. Bon, après c'est le commerce, c'est comme ça, c'est le monde, il est fait comme ça, on n'est pas dans un monde de bisounours. Mais tu peux te poser des questions sur effectivement est-ce que l'identité du club c'est quelque chose qui va les impacter finalement. Bon, Manu. J'ai mis un froid là. Pour le Burger King, je reviens là-dessus, c'était un accord avec McDonald's pendant 20 ans de quitter la France pour venir après en force et éliminer Quick. Petite parenthèse, Burger King. Touche pas les Belges. Oui, non, parce que c'est mon beau-frère qui a signé les accords au tout début pour que le Burger King s'installe en Aquitaine, anciennement Aquitaine. Donc bon. Moi, j'étais hyper enthousiaste à l'époque, et puis quand j'ai appris que le deuxième investisseur partait, se retirer. Le milliardaire là? Ouais, bon, en fait, on n'en sait rien parce que chaque jour on a une nouvelle info, donc peut-être que demain. Lui, c'est le magma un peu des stades dans le monde entier, comme tu dis très bien Snake Hill. Philippe Anschulz. Voilà. Et franchement, la vidéo de Snake Hill a bien clarifié les choses là-dessus. Et c'est vrai que c'était vraiment le magma des stades dans le monde, pas que de football, de spectacle aussi. Là, le Bercy, le Zénith, je sais plus. Voilà, Bercy. L'Accor Arena. L'Accor Arena, voilà. Et lui qui se retire, ça me refroidit un peu. Enfin, si, ça confirme, bien sûr. Ça me refroidit un peu, parce que pour moi, c'était un peu la stabilité, le rachat aussi. C'est-à-dire, il possède les Lakers, il possède les Los Angeles Galaxy, il a des clubs de sport. Il a prouvé. Oui. Il a prouvé un haut niveau dans le sport. Donc, le voir partir, ça me. Bon, on verra. Pour l'instant, il y a un projet qui est étudié. On ne sait pas s'il y a plusieurs projets.
Ça sera à confirmer plus tard. Mon petit tour de table sur la vente, on en parlera un peu plus en deuxième partie avec Thomas Filleul. Bon, je voulais faire un premier duel, mais finalement, vous avez pesé le pour et le contre, donc pas de duel là-dessus. Bon, Gustavo Poyet, on a vu qu'il a pris la parole hier sur Gold FM, justement. Il nous a promis des changements à la fin de ce dernier match face à Rennes et de cette défaite à domicile. À quoi on peut s'attendre, Didier, quand tu promets comme ça devant la presse des changements? Il a changé le staff et finalement j'ai bien l'impression que son équipe il va remettre la même équipe, quoi. À quoi t'attendre après une déclaration comme ça? C'est à des actes. Oui. Sinon tu le dis pas. Après, si c'est changer deux personnes du staff, je suis pas sûr que ça soit vraiment tout changé. Maintenant, on va attendre de voir, mais voilà, c'est très à la fois courageux et peut-être inconscient de l'annoncer comme ça, parce que voilà, aujourd'hui, je veux dire, tu peux pas faire autrement que de changer. Et oui, il va être attendu au tournant. Il reste 8 matchs à faire. Ça va servir à quoi ces 8 matchs de la saison qui restent pour terminer cette saison? Moi, je l'ai déjà dit, je vais pas changer de point de vue. Aujourd'hui, ton équipe, elle est pratiquement maintenue. Il faudrait un cataclysme pour que tu descendes. Donc aujourd'hui, c'est préparer l'avenir, c'est préparer aussi avec des jeunes joueurs, ceux qu'on peut intégrer, préparer une façon de jouer, mettre en place un système de jeu qui va te permettre de bien jouer au football et de gagner des matchs, parce que l'important c'est de gagner des matchs sur la saison qui va venir. Donc c'est aussi bien finir et préparer l'avenir. Aujourd'hui, je vais prendre un match à l'extérieur, mais peut-être pas il y aura Guingamp là, mais voilà, si on devait aller affronter Marseille ou Lyon à l'extérieur, c'est de jouer au football, d'essayer de jouer peut-être en faisant des erreurs et peut-être en prenant des buts, mais en essayant de procurer quelque chose, de donner quelque chose et de montrer quelque chose, parce qu'aujourd'hui, même si les intérêts du club sont importants, une place ou deux places au niveau économique, elles sont importantes par rapport au club, il y a aussi une vision un peu plus lointaine qui permet aussi de bien finir. Et tu sais que quand tu finis bien une saison sur quelque chose, tu peux repartir avec des garanties. Il a déclaré hier sur Gold FM, le journaliste Alain Baudron lui posait la question et lui indiquait oui, votre 4-3-3, pourquoi en gros c'était pourquoi vous continuez à jouer en 4-3-3. Il a dit parce que j'ai pas les joueurs pour jouer différemment. Alors moi j'ai halluciné. Stinky, je sais pas ce que t'en penses de ça. Après Didier, tu pourras t'exprimer là-dessus et tous aussi. Ouais, c'est vrai que bon après c'est vrai que c'est lui qui fait les entraînements, c'est lui qui a les joueurs. S'il dit ça, peut-être qu'il y a un. Après moi je pense que c'est difficile parce que c'est vrai que j'ai peut-être pas les compétences, j'ai pas diplôme d'entraîneur, j'aime pas trop parler des fois de ce que je connais pas, mais après quand tu décides de faire une équipe, au moins tu essaies de la modeler de façon à ce qu'elle soit le plus, je pense, comme on dit, elle s'adapte un peu à tout, voilà, polyvalente quoi. Donc je me dis si un 4-4-3, il a dit quoi? Il a dit que c'était le 4-3-3 en répondant à la question, en fait, il a indiqué que il jouait pas autrement parce qu'il avait pas les joueurs pour quoi. Alors après le 4-3-3, c'est un peu la compo, le trait, mais c'est un peu le dispositif à la mode, je trouve, dans le foot moderne aujourd'hui. Toutes les équipes jouent un peu en 4-3-3, c'est un peu la hype et tout. Alors peut-être qu'il essaye un peu de faire comme ses confrères. Après moi je pense qu'un 4-4-2, tu peux très bien, on a déjà joué comme ça. Ah oui. Avec Malcolm en 10, on l'a déjà dit 50 fois ici, mais d'ailleurs il s'entraînait pas. Moi qui l'ai dit ça, je trouve que il s'entraîne pas là aux derniers entraînements. J'ai vu qu'il était positionné en 10 et tout. Je sais pas, j'ai pas assisté aux entraînements. Donc peut-être qu'à Guingamp il va faire comme ça. Non mais peut-être qu'à Guingamp il va jouer avec Malcolm. C'est dingue qu'il ait répondu ça, Didier. Ouais, ça peut... Non, mais quoi, moi, j'ai trouvé ça... non, mais moi je vais être très clair. Ça veut dire quand tu prends une équipe en cours de route, je veux dire aujourd'hui, c'est vrai qu'il a pas choisi les joueurs, mais tu t'adaptes aussi aux joueurs que tu as. Donc encore que moi, on s'arrête beaucoup sur un système, mais un système dans un match, il est évolutif. On dit, tu joues en 4-3-3, tu peux te retrouver un moment en 4-4-2, tu peux te retrouver en 4-1-4-1, tu peux te retrouver en 4-2-3-1, peu importe. Mais c'est pas autant le système qui me gêne ou qui
me met des fois des boutons quand je regarde, c'est l'animation. Parce que l'animation, qu'elle soit en 4-3-3, en 4-4-2, en 4-2-3-1, tu vas forcément dans un match te retrouver comme ça. Je veux dire, un 6 qui monte plus haut, il va jouer en numéro 10. Un 6 qui reste plus bas, tu vas te retrouver en 4-1-4-1. Un 10 qui vient jouer ou un excentré qui vient à l'intérieur avec un latéral très haut, tu vas pratiquement être dans un 4-4-2. Mais c'est l'animation qui est là aujourd'hui. J'ai dit simplement que, et je ne détiens pas la vérité, c'est ce que je pense. Après, il y en a, je veux dire, de Poyet, il est à l'intérieur du groupe, il voit beaucoup plus de choses que nous, et c'est lui qui fait ses choix. Mais quand t'as les Raguer, quand t'as Maïté, quand t'as Plasil, et que t'as Sankaré, qui sont 4 mêmes profils, je le répète, au milieu du terrain, je vois pas un Leraguer être performant contre une défense très regroupée, parce que dans des petits périmètres, ça sera pas son périmètre de prédilection. Idem pour Maïté, idem pour Sankaré et idem pour Plasil. Donc il y a une animation à mettre en place, peut-être en partant de plus bas, en mettant Malcolm en 10, Vada, ou en jouant à deux attaquants, ou ce qui avait été finalement où on avait créé un peu au scandale, mais qui était finalement une idée pas si mauvaise que ça, c'est Sankaré à gauche pour équilibrer le milieu de terrain. Mais il y a plein de solutions. Mais c'est dans l'animation du jeu et surtout d'un jeu vers l'avant. Jean Aurel, tu as envie de t'exprimer là-dessus? J'ai un petit avis là-dessus qui est parallèle finalement à celui de Didier, je pense. Pour une fois. C'est que, pour en avoir discuté avec Edwin Petersen, qui est le directeur du centre de formation du Vitesse Arnhem, il m'expliquait qu'aux Pays-Bas, le 4-3-3, c'est dans les gènes. Voilà, donc des U11, je dis une bêtise, mais en gros c'était ça. L'interview d'ailleurs à retrouver sur la page. Jusqu'aux professionnels, tu retrouves les mecs qui savent exactement ce qu'il faut faire dans le système de jeu, parce qu'ils jouent depuis qu'ils ont 10 ans dans le système de jeu. Et vu qu'ils privilégient les joueurs locaux, Didier, du coup ils s'adaptent très très bien à ce système de jeu, pour la simple et bonne raison qu'ils ont des difficultés économiques. Bref, ça c'est encore un autre problème. Au Barça, où ils n'ont pas de difficultés économiques... C'était où? Au Vitesse Arnhem. Vitesse Arnhem, qui est un club historique, voire je crois même c'est le plus vieux club des Pays-Bas. Au Barça par exemple, ils jouent en 4-3-3, alors vous pouvez me reprendre ou quoi, mais quand vous voyez les joueurs étrangers, les grandes stars arriver de l'étranger, ils se plient, point, dans le 4-3-3, on leur donne leur place et puis terminé, à la limite ils peuvent un peu bouger. Mais là où je rejoins Didier, finalement c'est peu importe le système. Je crois que les joueurs aux Girondins, surtout l'équipe qu'on a, c'est pas l'équipe des juniors, des U11, des Girondins qu'on retrouve aujourd'hui, c'est un peu des joueurs qui viennent d'un peu partout. On leur a appris à jouer au football, à ces gens-là surtout, à se battre, à être des compétiteurs, à être dans l'animation, pour reprendre ton terme. Et c'est ce qui manque cruellement en fait aux Girondins. Donc je pense que quand Poyet dit je reste en 4-3-3 parce que j'ai pas les moyens d'autre chose, c'est surtout ils savent jouer comme ça, on va limiter la cage jusqu'à la fin de saison. Moi je le prendrais comme ça en tout cas. Et surtout en tant que joueur, moi ça me piquerait d'entendre mon coach parler comme ça. Ça voudrait dire je suis incapable de faire autre chose. Bon, je vais peut-être me bouger les fesses à l'entraînement. Ouais, c'est un aveu un peu d'impuissance. C'est comme Plasil. Plasil, on s'est dit il va jouer qu'un match et finalement il est aligné à chaque rencontre. Et ça nous amène au duel sur Jaroslav Plasil. Il va être en fin de contrat. On a vu beaucoup de joueurs, de personnes et de supporters s'exprimer sur sa possible prolongation. Et bien dans ce studio, Caglioccio, ils veulent qu'il prolonge. Voilà. Il y a une personne, c'est Lucas, qui a la technique et qui est pour la prolongation de Plasil. Oui. Et on a Manu, mais ce n'est pas le seul. Bonsoir. Qui lui, bonsoir. Et pour le fait qu'on ne prolonge pas Jaroslav Plasil. Alors messieurs, ça va être un duel. Oui. Vous allez avoir 45 secondes pour vous exprimer, chacun votre tour, en donnant vos arguments sur... Toi, Lucas, pourquoi tu veux prolonger Jaroslav Plasil, et Manu te répondra et te dira pourquoi il ne faut pas le prolonger. On a droit aux armes, gunbox, juste un duel de mots. Tout est accepté. Bon, ben vas-y, tu peux déclencher le timer. Le timer. Est-ce que j'ai un timer? Est-ce que quelqu'un a enclenché le timer? C'est bon? On me dit. Bon, alors du coup... C'est à toi, c'est parti. Parti les gars, c'est bon? Ok, bon. Allez. Pour la prolongation de contrat de Plasil, donc du coup je suis pour, tout simplement parce que j'estime qu'avec les jeunes qui arrivent comme Aurélien Tchouaméni, je pense que ce genre de joueur, Plasil, peut encadrer les jeunes joueurs. Désolé, c'est fini déjà.
C'est fini. Non, vas-y, continue. Je pense qu'il peut encadrer les jeunes joueurs. Alors bien évidemment, je sais que tout le monde va me dire oui, mais il coûte 150 000 euros par mois. C'est vrai, je suis d'accord, mais je pense qu'au moins il peut intervenir pour les jeunes et je pense qu'il peut être utile. Tout joueur peut être utile, surtout Plasil. Voilà. Ok, il te reste 15 secondes, c'est tout. 15 secondes, non, c'est bon, allez Bordeaux. Voilà, c'est D'accord. tout. Au revoir. Une dédicace, une dédicace. Je peux faire une dédicace en 10 secondes, une dédicace à Anaïs, ma copine. Voilà, c'est tout. Au revoir. Ok. Donc, ton argument, donc, c'est le fait qu'il encadre les jeunes. Surtout Aurélien Tchouaméni, qui, je trouve, pour moi, est le plus bel avenir du club avec Jules Koundé. Voilà. Bon, Manu, c'est à toi, 45 secondes. 150 000 euros par mois pour encadrer un mec, merde. Pas que pour lui, je parle des jeunes milieux, voilà. Et non, moi je trouve qu'il a 35 ans. J'ai rien contre les joueurs qui sont, on va dire, entre guillemets, âgés. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a des jeunes qui poussent derrière, il faut les mettre en avant. Il y a des joueurs comme le Radjer, Vada, Sankaré, qui demandent qu'à jouer plus souvent. Plasil, il a fait que 15 matchs cette saison, 5 potables, mais bon, vu l'expérience qu'il a, heureusement qu'il les a fait un peu potables. Maintenant, il faut changer, il faut avancer. Et merci pour sa carrière qu'il a fait. Il a fait une très belle carrière au Girondins, il nous a donné beaucoup. Maintenant, on passe à la jeunesse qui serait bien encadrée par Plasil sur le banc, par Otavio, par les autres joueurs qui seront en capacité et en mesure de les encadrer. Ok. Coach, on prolonge ou pas? T'arbitres et tu donnes ton sentiment sur et pourquoi. Je sens que Tori va m'aligner. Non, pas du tout. Non, moi je vais expliquer très simplement pourquoi je ne prolongerai pas Plasil. Pour moi, c'est un très bon joueur. C'est un joueur qui a un très bon pied, qui a une très bonne mentalité, qui a fait, à mon avis, son temps au Girondins de Bordeaux. Et dans le principe d'équipe, comme j'ai pu le dire, avec des profils complètement égaux, dans la mesure où tu as un joueur en fin de contrat, c'est pour le remplacer par un profil complètement différent des milieux actuels. Voilà. Et je pense que Plasil aujourd'hui est performant parce qu'il joue dans ce rôle-là assez tranquille finalement, avec des chasseurs devant lui et il est là et il n'a pas besoin d'élever le rythme. Et dès qu'on a demandé à Plasil d'aller plus haut, on a vu qu'il était aussi en difficulté. Donc si tu peux pas, tu auras Sankaré, tu auras les Radjer qui sont sous contrat, tu en as encore 2 qui sont sous contrat. Et dans la mesure où tu as un joueur en fin de contrat, quel que soit sa notoriété, quel que soit son professionnalisme, parce que je suis persuadé que c'est un très très gros professionnel à un moment donné. Par contre, je serais d'avis de lui faire finalement une très belle sortie. Très bien. Voilà. Ouais. On a une réaction sur le hashtag WGLeTalk de Drive 151. Salut Drive. Donc lui, il est contre la prolongation de Plasil. Pourquoi? Son âge, ses performances, son attitude, son salaire, halte à la maison de retraite et au Club Ned. Ok, tu veux t'exprimer là-dessus et après on va certainement accueillir Corentin Martins. Vas-y, Snacky, moi sur Plasil, non, mais comme merci vraiment pour tout ce qu'il a fait au Girondins parce que ça a été un joueur exemplaire qui a toujours été là pour porter l'équipe quand elle allait aussi mal il y a quelques années. Mais je pense qu'aujourd'hui, les jeunes arrivent, il est temps pour lui de faire un bel adieu au virage sud, aux supporters bordelais. Et voilà, c'est pour ça que je suis pour son départ, mais pas parce que je trouve... non, j'ai rien à lui reprocher, juste que maintenant c'est le temps qui passe. Et voilà, je pense qu'il faut laisser la jeunesse s'exprimer. Parfait. Jean-Aurel, on te laisse la parole pour accueillir notre invité. Eh bien, notre invité prestigieux, encore une fois, puisqu'on en a un toutes les semaines aussi avec Didier, mais un autre avec nous en la personne de Corentin Martins. Monsieur Martins, vous m'entendez? Oui, très bien. Merci, c'est un vrai plaisir de vous avoir évidemment ce soir avec nous et je voudrais faire aussi remercier votre agent Monsieur Dobrage qui a facilité la connexion entre nous. Voilà, il fallait que ce soit dit aussi. Tout d'abord, Monsieur Martins, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de la sélection mauritanienne? Écoutez, on vient de faire un match amical samedi dernier, donc on a joué contre la Guinée à Nouakchott, donc en Mauritanie, et on a battu la Guinée 2-0. Donc pour nous, c'est un bon résultat parce que c'est une équipe qui est mieux classée que nous au classement FIFA. Je crois que Adam Abba, qui est un de vos joueurs clés, s'est blessé, il me semble. Oui, c'est un peu tordu la cheville, mais je pense que c'est rien de méchant. Et sur le coup, c'est vrai qu'il m'a fait peur, mais je pensais que c'était plus méchant que ça. Mais dès la fin du match, dès le soir au repas, il marchait sans boiter, donc je pense que ce sera pas très très méchant. J'ai eu l'occasion d'avoir Monsieur De Sabre, peut-être que vous avez croisé, qui est le sélectionneur de l'Ouganda.
Je lui avais posé cette question et je vous la pose aussi. Quelles sont les difficultés pour une sélection, pour un sélectionneur comme vous de la Mauritanie, qui n'est pas un top pays dans le classement FIFA, pour aller convaincre des joueurs de rejoindre la sélection? Bah écoutez, pour une sélection comme la Mauritanie, déjà c'est un pays qui est très peu peuplé, puisque c'est pratiquement une fois et demie plus grand que la France, mais il y a 4 millions d'habitants, donc c'est vrai que c'est difficile au niveau du choix. Il n'y a pas énormément de licenciés football, mais ça se développe. Et puis après, il y a peu aussi de binationaux, même si on aurait aimé récupérer Ousmane Dembélé, parce que il est d'origine mauritanienne aussi, mais bon, il a préféré choisir la France. Non, il y a quelques joueurs encore qui sont d'origine mauritanienne. Il faut juste nous qu'on essaye de faire les meilleurs résultats possibles pour montrer qu'il y a du sérieux, qu'il y a du potentiel, et pour qu'à un moment donné ils puissent nous rejoindre. Qu'est-ce qui fait la magie de cette sélection mauritanienne? Est-ce qu'il y a une vraie ferveur autour de l'équipe? Comment vous êtes accueillis quand vous arrivez en déplacement? Écoutez, moi c'est ma 4e saison en Mauritanie, et ça se développe. On essaye d'obtenir, on obtient quelques résultats. C'est pas tout le temps des victoires, mais en tout cas on a fait des coups d'éclat où on a battu le Gabon en amical, on a battu l'Afrique du Sud, là on vient de battre la Guinée, donc on fait quelques résultats intéressants. Après, ça reste. Vous avez parlé de ferveur. Tous les peuples demandent toujours mieux, et bien sûr qu'il y a des fois il peut y avoir beaucoup de déceptions comme énormément de joie. Donc c'est tout ça qu'il faut. On peut pas canaliser, parce que c'est des gens qui voudraient voir leur pays et leur équipe gagner tout le temps, mais c'est pas tout le temps le cas, et c'est toujours difficile. Nous avons la chance tous les mardis d'avoir aussi Didier Tolo avec nous. Est-ce que vous avez eu l'opportunité, j'imagine que oui, de croiser Didier sur les terrains? Est-ce que vous avez peut-être une anecdote qui vous rassemblerait? Écoutez, non, j'ai pas de... Il vous entend, hein? Oui, ça va, Corentin? Ça Didier, ouais. Non, j'ai pas d'anecdote particulière. Le souvenir que j'ai de lui, c'est que c'était quelqu'un comme attaquant qui était casse-pied pour les défenseurs, parce que qui était très très actif, qui allait souvent au pressing, et qui surtout pour un attaquant était souvent bien placé, toujours à l'affût de la moindre occasion pour marquer. Est-ce que vous avez aussi peut-être l'occasion de croiser Didier sur les terrains de Ligue 2? Oui, quelques fois, oui. C'est vrai que quand j'étais directeur sportif à Brest, on s'est croisés quelques fois, c'est vrai. Ouais, on avait discuté d'ailleurs au téléphone sur un ou deux joueurs, il me semble. Oui. Ouais, toi, tu vis là-bas? Ou en permanence, ou tu reviens régulièrement? Je reviens régulièrement. Je fais pas mal d'allers-retours, même si cette saison, depuis le mois de juin, j'ai passé pratiquement plus de temps avec la sélection qu'en France, mais parce que je m'occupais de 2 équipes. Je m'occupais des locaux, donc où on avait la qualification pour le CHAN, donc la Coupe d'Afrique des joueurs locaux, où on s'était qualifié en battant le Mali pour le dernier match. D'accord. Et puis j'ai la sélection A aussi, où on a une échéance qualification pour la CAN 2019. D'accord. Ouais, mais j'ai vu, parce que j'ai vu que tu étais quand même assez bronzé, donc je me disais, il bronze pas comme ça à Brest quand même. Si, à Brest, on a souvent le soleil. Bon, ouais, c'est vrai. On a 30 secondes par jour, mais les UV sont forts. Monsieur Corentin, j'ai une petite question, puisque ici à Bordeaux, au Girondin, on a un poste au sein du club qui fait polémique, c'est le poste de directeur sportif. Vous l'avez été. Quelles sont les missions d'un directeur sportif pour qu'on arrive à mieux saisir l'ampleur du débat? Après, on met un terme, un directeur sportif, un coordinateur sportif. Bon, c'est vrai que ça dépend du rôle de cette personne-là. C'est vrai que moi j'avais un rôle un peu de m'occuper aussi de la formation, de la politique technique du club, donc en relation aussi avec le directeur de centre de formation. Après, bien sûr qu'il y a un gros travail, c'est sur le recrutement. Donc le recrutement, c'est à la fois chapeauter
un groupe de recruteurs, une mise en place aussi d'une organisation et puis d'un planning de match à aller observer de joueurs. Et puis après, c'est de rentrer en contact avec les joueurs pour les mercatos, les différents mercatos, puis commencer les négociations de contrat aussi avec les agents. Donc c'est un rôle qui peut être large, comme je sais qu'il y a quelques responsables du recrutement ou directeurs sportifs qui se contentent uniquement du recrutement pour les pros. Donc ça dépend. Ça dépend de chacun. Est-ce que Didier, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Est-ce que l'expérience, la longue expérience du terrain que vous avez eue vous sert justement à nouer des contacts avec les agents, les joueurs ? Oui, bien sûr, il y a un réseau à travers le passé de joueurs qui fait que on retrouve des anciens joueurs comme agents ou même comme directeurs sportifs ou entraîneurs. Donc des fois, on peut être amené à contacter ces gens-là et le contact se fait beaucoup plus facilement quand on a pu se croiser ou les côtoyer. Il y a un certain respect aussi et une certaine crédibilité que les uns et les autres peuvent avoir aussi. Didier, tu Corentin, là, ça fait 4 ans que tu es à la tête de la sélection. Je suppose que tu as amené ton professionnalisme là-bas. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu y es ? Est-ce qu'au niveau des infrastructures, tu es arrivé à faire bouger les choses ? Est-ce que par rapport à où c'est assez compliqué dans ces pays-là, quels sont un peu les facteurs que tu as utilisés ? Est-ce que tu as pu faire pendant ces 4 années ? Déjà, j'ai de la chance parce que le président, quand il m'a contacté, il m'avait dit que la Mauritanie était peut-être pas le plus grand pays de football d'Afrique, mais par contre qu'ils étaient assez bien organisés, qu'il n'y avait jamais de souci de paiement de primes ou de problèmes d'avion. Et jusqu'à présent, il a dit vrai parce que j'ai jamais eu ce souci-là. Et contrairement à beaucoup d'autres pays, où encore on a vu la semaine dernière, comme le Congo, où il y a eu des histoires de matchs qui sont pas allés au bout, ou qui ont eu des difficultés à aller au bout. Mais c'est vrai que le président, c'est un jeune président et qui veut faire avancer le football de son pays et nous, tout ce qu'on a pu lui apporter concernant moi j'ai ramené des malles en fer là, qu'on transporte par avion quand on va en déplacement, par exemple, des choses comme ça, tout ce qui est pharmacie avec le kiné aussi, qui est le kiné du centre de formation d'Auxerre et à chaque fois le président, il valide toutes nos demandes et de ce côté-là c'est assez facile. Après, concernant les infrastructures terrain, ça c'est plus le président qui se charge de développer ça et avec un directeur technique national aussi qui est espagnol et qui a été responsable technique à Valence. Donc ensemble, ils développent le football local mauritanien et c'est vrai que moi, en 4 ans, en 3 ans en tout cas, à la fédération, il y avait 2 terrains et aujourd'hui il y en a 4, quoi. 4 terrains synthétiques pour 10 clubs dans la capitale. Donc il y avait un problème de terrain auparavant où il fallait vraiment trouver des créneaux horaires pour que les clubs puissent s'entraîner. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit toute cette plaine, c'est super plaisant, même le week-end où il y a plein de jeunes, parce que depuis cette année, des championnats U15, U17 aussi qui se sont créés. Et c'est vrai que c'est plaisant de voir tous ces jeunes-là à jouer sur tous ces terrains. D'accord, ok. Corentin, je me permets de revenir sur un passage de votre carrière qui m'a quand même assez troublé. C'est le fait que vous ayez joué au Deportivo La Corogne avec Rivaldo, je crois. Oui, tout à fait. Donc Ballon d'Or 99. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qu'il en était, ce que c'est que de jouer avec des joueurs brésiliens fantasques comme ça, et ce qu'ils ont en plus, puisque vous êtes un joueur offensif, mais qu'est-ce qu'ils ont en plus que d'autres attaquants? Rivaldo, les Brésiliens, souvent les Brésiliens offensifs ont souvent ce côté fantasque, mais c'était quelqu'un plutôt d'assez sérieux, en plus d'assez réservé, mais c'est quelqu'un bien sûr qui avait un pied gauche extraordinaire, qui avait un gros volume de jeu aussi, qui était assez travailleur, ça a été quelqu'un qui avait une grosse efficacité, qui était capable de prendre le ballon dans notre camp et de dribbler tout le monde et de sortir une frappe de 25 mètres, quoi, à pleine lucarne.
Et par contre après j'ai joué par la suite avec Jalminia aussi, qui était lui c'était plus ce côté fantasque, un peu fêtard, un peu dribbleur, insouciant sur le terrain. D'autant plus qu'il arrive, Rivaldo, à la Corogne, presque en même temps que vous, et il vient directement du Brésil. Est-ce que, quand il arrive au club, il a déjà une réputation? Est-ce que vous le connaissez, ou c'est vraiment sur le terrain que le garçon se révèle? Non, je le connaissais pas du tout. Il est arrivé de Palmeiras, je crois, et je le connaissais pas du tout. Et par contre, il y avait déjà eu un gros transfert à cette époque-là sur lui. Et bon, ce que je me souviens de moi, c'est que la première saison, l'un et l'autre on marquait, quand c'était pas l'un qui marquait, c'est l'autre, et c'est vrai qu'on s'est tiré un petit peu la bourre pour le classement des buteurs, et puis sur la fin, bon, il a accéléré un peu plus, et moi, je me suis blessé à un mois de la fin, et il avait terminé, je crois, à 21 buts, et moi à 13, quoi, voilà, sur cette saison. Je suis obligé de faire la relation évidemment avec les Girondins de Bordeaux. Vous avez été un super milieu offensif, et bien sûr on y vient. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du phénomène brésilien Malcolm qu'on a aujourd'hui dans l'équipe? C'est un joueur qui est déroutant, quoi, avec son pied gauche, c'est vrai qu'il est capable de partir en dribble, de déclencher des frappes, et bon, sur coup de pied arrêté aussi. Bon, c'est un joueur qui fait la différence et qui intéresse automatiquement beaucoup de clubs, parce que le plus difficile en football, c'est de marquer des buts. Et aujourd'hui, bon, il a fait une bonne saison, et il a failli partir, je crois. Donc maintenant, reste à confirmer. C'est toujours le plus difficile. Bon, vous avez, on va parler un petit peu des Girondins de Bordeaux. Vous avez connu un très très bel effectif à Bordeaux. Vous avez connu aussi, je crois, Lilian Lasland de Auxerre, que vous retrouvez à Bordeaux. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que voilà, quel souvenir avez-vous sur ces années bordelaises, excepté le regret de ne pas avoir joué avec Didier Tolo? Et s'il avait été derrière, j'aurais mis des buts aussi. Hein. Parce que, parce que quand tu parles de Rivaldo, c'était un bon numéro 10 aussi. Hein. Non, l'année où moi j'avais été prêté de Strasbourg aux Girondins, on avait joué la Ligue des Champions, et bon, j'étais dans un effectif qui venait d'être champion, et c'est vrai que c'était un plaisir, parce que la plupart des joueurs, c'était des joueurs qui aimaient le ballon, quoi, des Sylvain Wiltord, Lilian Lasland, Mikou, voilà, il y avait des joueurs vraiment avec une mentalité en plus, vraiment une bonne équipe de copains, et il y avait une belle ambiance. Et c'est vrai que de les retrouver tous les jours à l'entraînement, c'était un plaisir. Vous avez joué le match à Old Trafford contre Manchester United de David Beckham, oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce que ça fait aussi, voilà, de se frotter à ce type d'équipe, vous qui avez connu le niveau international aussi, évidemment on vous a parlé du fait d'avoir tapé dans la main de Zidane, vous l'avez croisé au moment de sa première sélection. Qu'est-ce que ça fait de côtoyer le très haut niveau comme ça? C'est toujours c'est toujours le rêve qu'on a, hein, quand on est gamin. On rêve toujours bien sûr, au départ, c'est de devenir professionnel, et puis après on essaie de mettre la barre de plus en plus haut. Et le summum, c'est les matchs Ligue des Champions, et puis après c'est le niveau international. Donc c'est des rêves qui se réalisent, mais j'ai envie de dire qu'on s'en rend pas trop compte, parce que à chaque fois on se met des barres un peu plus hautes, et on essaie de franchir des paliers. Et c'est vrai de s'être retrouvé. Le regret qu'aujourd'hui j'ai de ma carrière, c'est de ne pas m'être assis à la fin des matchs, par exemple quand on se retrouve au Bernabeu ou au Nou Camp ou à Old Trafford, c'est de savourer un petit peu, de s'asseoir au milieu de terrain, puis de regarder tous ces gens, quoi. Et c'est vrai que, comme je disais, on y est, puis on joue un match et on pense au suivant, quoi. On savoure pas assez. Bon, évidemment, une dernière petite question, et excepté le fait qu'il y a un possible duo aussi avec Didier Tolo sur un banc. Est-ce que il rigole, hein. Est-ce que vous avez un petit mot pour les supporters qui vous ont pas oublié et qui ont été ravis de découvrir votre présence avec nous ce soir? J'ai pas entendu, pardon. Est-ce que vous avez un petit mot pour les supporters girondins qui vous écoutent? Écoutez, de toute façon, comme à tous les supporters, hein, c'est d'abord encourager son équipe, donc encourager les Girondins. C'est vrai qu'il y a eu
on voit pas mal de mauvaises images de beaucoup de supporters dans pas mal de clubs, et c'est vrai que c'est triste. Ou autant quand on est en Espagne ou en Angleterre, on voit des gens fiers de leur équipe et qui les encouragent même dans les beaux moments. C'est toujours dans les moments les plus difficiles qu'il faut essayer d'encourager les joueurs et les clubs pour inverser les tendances. Et voilà, c'est d'encourager les supporters des Girondins à pousser leur équipe et pour qu'ils y aillent le plus haut possible. Merci Corentin, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie énormément de votre disponibilité, de votre réactivité à ce contact. Je remercie encore chaleureusement votre agent, Monsieur Dobrage, qui a facilité la connexion, et à très vite. Voilà. Ok, merci. Ciao Corentin. Ciao Didier, ciao. Corentin Martins, ancien joueur des Girondins, 99-2000 et sélectionneur de la Mauritanie. Ça fait plaisir d'avoir des anciens joueurs comme ça. Bah oui, Les auditeurs d'O2 Radio sont gâtés. Ils sont très gâtés parce qu'on a Didier Tolo, parce que on le mentionne pas assez, parce que quand je fais les images, etc., on a Didier Tolo tous les mardis et tout Bordeaux nous l'envie. Hein, ça, voilà. Et Yasnakil. Et Snacky évidemment. Je suis là. Mais Didier, c'est pas ton anniversaire la semaine prochaine? Ouais. Il paraît, ouais. Il se passe quelque chose, hein. Putain, je bosse, les gars, vous imaginez pas. Et certainement la présence des maillots de l'épopée. Oui, on m'a demandé j'ai eu la chance de porter ces 3 maillots, c'est-à-dire Milan AC, Slavia de Prague et le Bayern de Munich. Et bon, sur Twitter, on m'a demandé de les amener. Donc pour les voir de plus près, je les amènerai mardi prochain. Voilà, comme ça on les mettra sur les réseaux sociaux en direct. Ce serait bien qu'on ait un joueur qui a participé à ce match alors. T'es capable de trouver plein d'étrangers, donc tu vas pouvoir. Tu sais quoi, on a eu Jean-Yves de Blazis. Hein. Oui, je sais. Tu sais quoi, j'ai eu Lothar Matthäus au téléphone il y a pas longtemps. Bon, le problème c'est que Qui ça, pardon, Lothar Matthäus. Ah, une interview. Lothar Matthäus au téléphone. J'ai l'interview qui est tout enregistrée, tout nickel. Magnifique. Et j'en ai un autre là qui est sur le grill là que connaît Didier. Voilà. Ouais. Oui. Tu l'as connu l'espace d'une ou 2 secondes, ça a suffi. Hein. 1 ou 2 secondes. Mystère. La semaine prochaine peut-être. Okay. Bon, réviser surtout ne ratez pas l'émission la semaine prochaine. Réviser l'italien. Ça y est. Alors qui l'a côtoyé 1 ou 2 secondes? Marcello. J'ai eu le contact, je discutais avec toi, Manu. Tu te souviens, l'autre soir on discutait? C'est pas l'histoire d'une femme dans un bar un peu chelou. C'était avant ça. C'était avant ça. Bon, on va à Guingamp. Désolé de casser l'ambiance, mais il y a un match des Girondins. Un très bel invité d'ailleurs pour le débrief du match de Guingamp à venir. Mais c'est la semaine prochaine. Il est déjà et d'ailleurs, booké. Corentin Martins, qui a laissé aussi des très 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 bons souvenirs à l'AG Auxerre. Il y a quelques mois, j'étais à Colmar pour interviewer un observateur de la GIA, le meilleur ami de Giroud. Et il m'en parlait avec beaucoup d'émotion et beaucoup de respect de ce garçon. C'est un vrai Un petit coucou à Pascal Bridel. C'est un vrai professionnel. Ouais. International. Ouais. Avec l'équipe de France. Donc ce match, on peut aller rapidement, puisqu'on va terminer cette première partie, on peut s'attendre à quoi sur ce match face à Guingamp? Guingamp un peu en difficulté à domicile. Match très compliqué pour les Girondins de Bordeaux. Ouais. Non mais oui. Non mais tout simplement parce que Guingamp a 2 matchs à domicile de suite et que s'ils font le plein sur les matchs à domicile de suite, ils valident leur maintien. J'aurais un pronostic. Avec une trêve internationale avant pour bien préparer ce rendez-vous capital pour Guingamp. On va voir si on s'est remis la tête à l'endroit. Moi, Guingamp, c'est une équipe que j'aime particulièrement. Et puis, même si je suis pas très fan des sorties de Camboiré, j'aime beaucoup l'entraîneur. Il amène cette combativité, cette grinta dont on parle, qui fait toujours plaisir. Mais surtout, Guingamp arrive à produire du jeu quand il faut le faire et à fermer aussi au bon moment. Ils arrivent aussi à attirer finalement quelques joueurs comme Jimmy Briand, mine de rien, qui arrive toujours à avoir ses dizaines de buts par saison. En Ligue 1, c'est quand même pas rien. Et puis c'est le petit Ludovic Blas, je crois, le milieu de terrain qui est de plus en plus intéressant. Les Girondins étaient dessus d'ailleurs il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois. Voilà, les rumeurs, on s'en fiche, mais c'est montrer le talent du garçon. Guingamp, c'est bon. Alors Jocelyn Gourvenec a permis aussi d'amener ce club là où il est aujourd'hui. Camboiré, je trouve, prend très bien le relais. Je suis d'accord avec Didier, ça sera un sacré morceau.
parce qu'ils font pas n'importe quoi, les Guingampais. Et surtout, ils savent aussi être décisifs quand il le faut. Messieurs, est-ce qu'on fait une pause ou pas? Ou on Oui. continue? Ouais, on fait une petite pause. Allez, une petite pause de 2-3 minutes. Juste avant la Ouais, pause, ouais. j'aimerais faire un petit coucou à Margot, la nouvelle CM de l'Irosport News, qui fait un travail de malade en ce moment. C'est la première fois qu'elle est au platine. Calme-toi, Margot, calme-toi. Donc bravo à elle, et puis tu as bien suivi mes conseils, je suis bien content. Ça passe 50 € le conseil. Donc 21h50, Coquin. Sportune. Thomas Filleul qui est avec nous pour parler du rachat du club et son analyse. Snackil qui est avec nous en plateau. On va te faire découvrir le quiz, Snackil. Un quiz de la fin d'émission. Et va puis prendre cher. Élise qui sera avec nous tout à l'heure. Allez, à tout de suite.